Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir dans le cadre de ce cycle des grandes voix, des conférences de l'École nationale des chartes. Et ce soir, nous avons le grand honneur d'accueillir dans nos murs Jacques Verger, donc éminent médiéviste, grand spécialiste d'histoire sociale, d'histoire du monde des écoles, de l'université, qui est donc, comme chacun sait, membre de l'Institut, membre également du conseil scientifique de l'École des chartes. Je le remercie de son aide précieuse à la tenue de nos conseils scientifiques. Et donc ce soir, donc Jacques Verger, c'est une conférence qui est totalement d'actualité dans le cadre de l'actualité qui est celle du pays, bien sûr, et de la réorganisation gouvernementale, d'un ministère de plein exercice dédié à l'enseignement supérieur, à la recherche. Donc une conférence sur la thématique « Pourquoi réformer l'université ? Utilité et obsession de la réforme dans les universités médiévales ». On pourrait couper à université et on aurait déjà un principe de réalité, mais en tout cas, donc on va vous écouter avec un très très grand plaisir sur ce très beau sujet, et je pense que les questions ne manqueront pas dans la discussion qui s'ouvrira à la suite de vos propos. Donc encore un très très grand merci à vous d'avoir accepté de venir nous faire cette conférence dans ces murs, et donc à tout à l'heure pour la discussion. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame la directrice, chère Michèle Ouvenitchek, de m'avoir invité à présenter cette conférence dans cette série au titre prestigieux, sinon ronflant. Et enfin, je sais que ce n'est pas vous qui l'avez inventé. Et je remercie aussi plus largement l'École nationale des chartes, où je suis toujours très, très heureux de venir. Je n'ai pas eu le plaisir et l'honneur d'en faire partie moi-même comme élève jadis. Je le regrette évidemment, comme tous les médiévistes, car si j'avais été chartiste, j'aurais eu certainement autant d'idées, mais peut-être plus de sécurité, de sûreté dans la méthode et l'érudition que je n'en ai. En tout cas, j'ai toujours compté parmi les chartistes beaucoup d'amis, notamment parmi les professeurs, dont plusieurs me font l'honneur d'être ici ce soir. Et aussi, je dois dire que j'ai trouvé parmi les élèves ou les anciens élèves de l'école des chartes quelques-uns de mes propres élèves, et je dirais même des meilleurs. Et donc, c'est vous dire à quel point je suis malgré tout attaché à cette école, même si je n'en ai pas fait partie moi-même. Alors, j'en viens donc à mon propos. Madame Ouvenitchek vient de vous rappeler le titre de ma conférence. Je précise tout de suite qu'il n'est pas question de supprimer l'article médiéval, c'est au contraire, malgré tout, l'essentiel de ce que je vais dire. Mais évidemment, le titre de cette conférence, vous l'aurez compris, comporte un clin d'œil anachronique, puisque chacun sait que de nos jours, la réforme semble rester le dernier mot de toute politique de l'éducation nationale, et notamment de l'enseignement supérieur et de la recherche, et que chaque nouveau ministre, et on verra si ceux qui ont été nommés il y a quelques jours se conforment à cette tradition, paraît vouloir attacher son nom à une réforme. Naturellement, cette ardeur réformatrice dont font preuve les ministres successifs se heurte à des résistances, parfois vives, et à des critiques. Il y a ceux qui pensent, et qui n'ont peut-être pas tort, que plutôt que de réformer à tout va, il vaudrait mieux parfois faire fonctionner ce qui existe, n'est-ce pas, et faire confiance au dynamisme et au dévouement des individus qui ont la charge des écoles, des universités. Et puis il y a aussi ceux qui pensent, et là aussi ils n'ont peut-être pas toujours tort, que la question de la réforme importe moins d'une certaine manière que celle des moyens humains, financiers ou matériels. Mais enfin, malgré cela, malgré ces réticences, les réformes se font avec plus ou moins de succès, et on pourrait être tenté d'écrire une histoire de l'enseignement, et en particulier de l'enseignement supérieur, qui serait scandée comme ça par la succession quasi cyclique des réformes. Si je prends par exemple, mais je vais bientôt revenir au Moyen-Âge, rassurez-vous, mais enfin si je prends l'histoire de la France contemporaine, on pourrait ainsi partir de la création par la Convention en 1794-95 des écoles centrales et des écoles spéciales, ce qui, à dire vrai, ne fut pas une réforme, mais plutôt une révolution, puisque les révolutionnaires,
les conventionnels s'étaient convaincus que aménager les universités d'Ancien Régime, encore qu'ils aient gardé quelques facultés de médecine, mais enfin, pour le reste, aménager les universités d'Ancien Régime était, pour citer le titre d'un article de Dominique Julia, une réforme impossible, et que la seule chose que l'on pouvait en faire était de les supprimer et de les remplacer par des institutions nouvelles, malgré tous les projets de réforme qu'avaient pu élaborer les philosophes des Lumières. Et puis après l'épisode révolutionnaire, on arriverait comme ça à la création de l'université impériale par Napoléon en 1806, terme d'université impériale recouvrant, comme vous le savez d'ailleurs, tous les ordres d'enseignement et pas seulement l'enseignement supérieur. Et puis, continuant dans le XIXe siècle, on arriverait à la loi Liard à la fin du XIXe siècle, en 1896, qui recrée véritablement d'ailleurs les universités françaises. Et puis, au XXe siècle, on passerait successivement de la loi Faure de 1968 à la loi Savary de 1984 pour arriver à la LRU que beaucoup d'entre nous ont vécu, si j'ose dire, en 2007, en attendant la loi, comment s'appelle-t-elle, Vidal, c'est ça, n'est-ce pas, de l'actuelle nouvelle ministre de l'enseignement supérieur. Alors la France n'a pas, même si elle s'y est adonnée avec peut-être particulièrement de délices, le monopole de ce prurit réformateur, et d'autres pays, notamment parmi ceux qui ont développé depuis le XIXe siècle un réseau important d'universités d'État, et non pas d'universités privées ou semi-privées, je pense, parce que c'est un pays que je connais un peu mieux que d'autres, à l'Italie, ont également connu une succession comparable de grands textes réformateurs depuis le XIXe siècle. Alors il est évidemment clair qu'une telle conception de l'histoire des universités serait très réductrice et incomplète et laisserait sans doute de côté l'essentiel, malgré tout, de ce qui a pu constituer la vie de ces institutions, ainsi que des maîtres et des étudiants qui y vivaient, y enseignaient ou y étudiaient. Mais ceci n'exclut pas pour autant la réforme du champ d'étude de l'historien, mais suggère, et c'est l'idée que j'avais en proposant ce sujet, suggère qu'autant que son contenu même, c'est cette idée récurrente que la réforme peut être la réponse aux problèmes et aux difficultés des universités qui méritent de retenir l'attention. Pourquoi réformer? Pourquoi vouloir sans cesse à nouveau réformer? N'est-ce pas? Pourquoi la permanence de cette idée? Et je crois que là, on peut remonter très loin. Alors, dans mon propos d'aujourd'hui, je me limiterai, pour des raisons à la fois de temps et de compétences, à, je dirais, à l'archéologie de cette idée, en remontant d'une part en me limitant à la France, n'est-ce pas, bien que le sujet ferait sens certainement si on prenait l'exemple d'autres pays européens qui ont connu dès le Moyen Âge ou dès l'époque moderne l'institution universitaire, mais me limitant à la France et voulant m'intéresser en quelque sorte à l'archéologie de cette idée de réforme et de réforme universitaire, je remonterai donc, je passerai directement maintenant, non seulement aux universités d'Ancien Régime, mais même à celles du Moyen Âge, entre le XIIIe et le XVe siècle. Je rappellerai quand même, avant d'en venir au Moyen Âge, juste d'un mot, pour l'époque moderne, que les universités françaises ont également connu, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, plusieurs grandes vagues de réformes, sans parler, je le répète, des nombreux projets réformateurs élaborés aussi bien par les humanistes comme Ramus au XVIe siècle ou les encyclopédistes comme Diderot, Condorcet ou d'autres au XVIIIe. Mais s'agissant simplement des réformes effectives, on peut citer par exemple les articles concernant l'université dans les ordonnances d'Orléans et de Blois en 1560 et 1579, la réforme générale de l'Université de Paris de 1598-1600 dans le contexte de l'apaisement du royaume et de la fin des guerres de religion, ou encore l'ordonnance de 1679 voulue par Colbert. Je souligne, à propos de ces textes donc, de l'Ancien Régime, que tous ces textes furent imposés, ou en tout cas inspirés par le pouvoir royal, mais il n'existait cependant à cette époque en France, pas plus d'ailleurs que dans aucun pays européen, quoi que ce soit qui ressemblât
à un ministère de l'Éducation nationale ou un ministère de l'enseignement supérieur. Les premières moutures de telle institution datent seulement en France, vous le savez, du XIXe siècle, avec précisément l'université impériale et son grand maître à partir de 1806, et surtout le ministère de l'instruction publique, créé, si je ne me trompe pas, en 1824 et séparé du ministère des cultes en 1828. Sous l'Ancien Régime, il n'y a donc pas une administration centrale de l'éducation nationale, et par conséquent, lorsqu'on parle de réforme de l'université, c'est toujours la réforme de telle ou telle université, la réforme de l'université de Paris, de l'université de Toulouse, de l'université de Montpellier, etc. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de loi de réforme, même si par ailleurs les universités, lorsqu'elles parlent de leur propre réforme, emploient parfois le mot de loi ou de lex en latin, n'est-ce pas ? Mais ceci dit, ça ne signifie pas pour autant que le pouvoir central était indifférent à la question de la réforme universitaire, et par conséquent, il a malgré tout pu inspirer par des ordonnances des réformes analogues dans plusieurs universités de manière à peu près simultanée. Et d'autre part, les universités elles-mêmes entretenaient des relations entre elles, des relations directes qui pouvaient susciter d'une université à l'autre la circulation d'influences, d'imitations en matière d'organisation statutaire qui, là encore, pouvaient donc enclencher des vagues, en quelque sorte, de mouvements réformateurs. Et tout ceci est également vrai, d'ailleurs, j'y reviendrai, dès le Moyen Âge. Et j'en viens donc maintenant à mon sujet proprement dit, à ma période proprement dite. Alors, je rappelle simplement, mais je pense que la plupart d'entre vous le savent, qu'il a existé en France une quinzaine d'universités entre le XIIIe et le XVe siècle. La plus ancienne étant évidemment la plus ancienne, la plus prestigieuse, la plus nombreuse, étant évidemment celle de Paris, née au tout début du XIIIe siècle par mutation, ou plutôt d'ailleurs, je reviendrai aussi, comme disent les textes, déjà par réforme. C'est le mot, n'est-ce pas, qui est employé en 1215 par réforme des écoles préexistantes depuis le XIe ou le XIIe siècle. Viennent ensuite les universités de Toulouse et de Montpellier, avec deux universités à Montpellier distinctes, médecine et droit. Et puis, au XIVe siècle, tandis que les écoles d'Orléans et d'Angers prennent de manière décisive forme universitaire, des universités nouvelles assez modestes furent créées à Avignon, à Cahors, à Orange. Mais ce qui est plus important, c'est au XVe siècle qu'apparurent et se développèrent pas moins de 8 universités provinciales, souvent promises, elles, à un bel avenir, à la différence de celles de Cahors ou d'Orange, sans vouloir désobliger les natifs de ces villes, s'il y en a ici. C'est-à-dire, pour les universités du XVe siècle, il s'agit d'Aix-en-Provence, de Dole, de Caen, de Poitiers, de Bordeaux, de Nantes, de Valence et de Bourges. Je laisse de côté l'université de Perpignan, qui est vraiment tout à fait catalane, n'est-ce pas, au Moyen Âge, et donc qu'il serait abusif de ranger dans la catégorie des universités françaises. Alors, ces universités, dont je viens d'énumérer rapidement la liste, ont pratiquement toutes, à un moment ou à un autre de leur histoire médiévale, connu des réformes. Il s'agit le plus souvent de réformes qu'on peut qualifier de partielles, très partielles même, souvent ne portant que sur quelques statuts, que sur tel ou tel aspect de l'institution universitaire, sur telle faculté, etc. Mais il y a aussi une vingtaine de réformes que l'on peut qualifier de réformes, de réformation, c'est plutôt générale, que le titre apparaisse ou non dans le document correspondant, ce qui fait, je dirais, une moyenne très sommaire, de 3 ou 4 pour les universités les plus anciennes et les plus importantes, comme Paris, Toulouse, Montpellier, Orléans, Angers, Avignon, et pour celles de fondation tardive, évidemment, du XVe siècle, disons qu'on ne trouve guère qu'un texte de réforme postérieur à leur fondation et malgré tout antérieur à 1500, ainsi à Dole, à Caen, à Poitiers ou à Valence. À dire vrai, je le répète, la distinction entre réforme partielle et réforme générale est parfois un peu délicate à établir et donc il ne faut pas y attacher une importance excessive, je le redirai. En tout cas, les textes, parce que si on prend alors là les réformes partielles, les textes sont extrêmement nombreux, et les universitaires médiévaux eux-mêmes se sont parfois inquiétés ou émus de cette prolifération des textes réglementaires et telle délibération parisienne, n'est-ce pas, de la nation de Picardie, je crois,
déplore ce qu'il appelle l'effrenata multitudo statutorum, n'est-ce pas? Multitude effrénée de statuts nouveaux, source de confusion et d'incertitude. Et ils ont cherché, sans grand succès d'ailleurs, à les freiner. La mesure qui avait été prise, en l'occurrence, dans cette nation, était d'interdire de faire des réformes pendant 6 mois par an sur 12. Donc il restait quand même les 6 autres mois pour faire des réformes. Donc la mesure n'était pas très drastique. Voilà. Alors évidemment, j'ajoute que l'aspiration permanente à la réforme n'est pas propre aux universités, ni au Moyen Âge, ni de nos jours. Et au dernier siècle du Moyen Âge, on l'observerait bien évidemment facilement dans l'Église, qu'il s'agisse d'Église au niveau pontificale, si vous voulez, que des ordres religieux, que des églises locales, etc. Et même chose pour l'État, à partir au moins du XIVe siècle, n'est-ce pas, le thème de la réforme du royaume est un thème constant de la vie politique, et quelques articles classiques, notamment de mon maître Contamine, ont été consacrés à cette circulation permanente du thème de la réforme de l'État. Mais enfin, s'agissant des universités dont je vous parle ce soir, elle a revêtu une intensité au moins quantitative et une diversité qui mérite de retenir l'attention de l'historien. Alors, il est évidemment facile, mais ça ne résout pas du tout, ça ne répond pas du tout à la question que j'ai posée dans le sous-titre de mon exposé, relativement facile de dégager certaines des conditions qui ont rendu possible cette omniprésence de la réforme dans la vie universitaire médiévale. On peut invoquer, c'est vrai aussi à des époques postérieures, la multiplicité des parties prenantes, des individus ou des groupes intéressés au fonctionnement de l'institution universitaire et éventuellement à sa réforme, que ce soit à l'intérieur même de l'université ou à l'extérieur, justement dans les villes, parmi les officiers du roi, dans le clergé, etc. À l'intérieur même de l'université, on a de multiples composantes, surtout dans les grandes universités, comme celle de Paris, qui est en fait une fédération d'écoles, de nations, de facultés, de collèges, etc. Toutes entités qui, à la fois, peuvent avoir des intérêts divergents, peuvent essayer de développer leurs propres réformes, etc. Il faut aussi souligner l'importance dans les universités des instances délibératives, assemblées et conseils en tout genre, qui sont évidemment je crois que dans une conférence récente tenue ici même, Jacques Dallarin a souligné le rôle de ces assemblées, de ces chapitres dans les ordres religieux qui l'intéressent comme une espèce de matrice, n'est-ce pas, de la démocratie. C'est comme ça qu'il présente les choses. Le raisonnement est un petit peu valable également pour les universités, où l'on trouve aussi un grand nombre d'instances délibératives, où donc on pouvait effectivement, si on en avait envie, discuter de réformes possibles. Je rappelle aussi le grand nombre des offices universitaires et leur rotation très rapide, puisque les recteurs à Paris ne restent en fonction que 3 mois, n'est-ce pas? Les procureurs des nations, je pense que c'est 1 an, si je ne dis pas de bêtises, mais donc ça tourne, même pas, d'ailleurs je ne me rappelle plus, enfin, certains d'entre vous doivent le savoir, je ne vais pas dire bêtise, mais ils étaient rééligibles, les procureurs, les recteurs ne l'étaient pas normalement. Enfin, c'est vous dire que voilà, les gens changent. Alors, on se plaint parfois que aujourd'hui encore les ministres tournent plus vite qu'on ne voudrait, parfois pas assez vite non plus, il faut dire, mais nouvelle tête, nouvelle réforme, n'est-ce pas? Et puis, bien sûr, nous avons affaire à des gens qui possédaient une forte culture littéraire, dialectique, juridique, qui les rendait, plus une grande familiarité évidemment avec l'écrit et son usage, qui les rendait particulièrement aptes à s'intéresser à la réforme et à produire des textes réformateurs. Mais enfin, tout ça sont des conditions de possibilité, mais ça n'est pas une explication. Alors, où chercher celle-ci? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se contenter d'une simple typologie des réformes. De toute façon, comme selon la boutade classique, la typologie, est souvent que la problématique du pauvre, n'est-ce pas? Et en tout cas, elle n'est pas opératoire dans le cas des réformes universitaires, et en particulier, distinguer réforme partielle, réforme générale, ne serait pas pertinent, puisque parfois c'est l'accumulation en l'espace de quelques années de réformes partielles, comme on le voit à Toulouse entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle, qui aboutit à une réorganisation à peu près totale du système, et inversement, certaines prétendues réformations générales laissent en fait intacts des pans entiers
du système ancien. Ce qui fait que, je pense, par un réflexe d'historien d'ailleurs assez prévisible, que la solution passe par une contextualisation systématique de ces réformes, c'est-à-dire par l'étude monographique, pragmatique, forcément un peu fastidieuse et parfois décevantes d'ailleurs, lorsque les sources font défaut, n'est-ce pas, de chaque cas empiriquement repéré, ou en tout cas des plus significatifs d'entre eux, qui permet de comprendre un petit peu, n'est-ce pas, ce qu'est la réforme universitaire au Moyen Âge. Je pense que cette méthode serait tout aussi valable pour des époques plus récentes, mais enfin, on ne peut pas se contenter de considérer les textes de réforme comme ça, abstraitement, comme des textes qui seraient tombés du ciel, qui auraient leur signification en eux-mêmes, indépendamment de tout élément de contexte. À mon avis, c'est tout le contraire. Alors, cet effort de contextualisation peut d'ailleurs jouer à plusieurs échelles. Dans un premier temps, il peut permettre d'introduire, mais ce n'est qu'une première phase un peu trop générale encore, il peut permettre d'introduire une certaine cohérence chronologique dans la succession des réformes et de rendre compte, avec évidemment des décalages, plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d'années entre les universités, de la tonalité d'ensemble du mouvement réformateur dans les diverses phases de son développement. Et je crois qu'on pourrait, sans dire trop de bêtises, et je répète au cas des universités françaises, distinguer au Moyen Âge trois grandes vagues, trois grands mouvements réformateurs avec des réformes qui se ressemblent, disons, qui présentent des analogies. D'abord une première série et qui est intéressante car elle apparaît, n'est-ce pas, constituée par les réformes qui ont suivi de peu, parfois de quelques années à peine, la naissance même des universités concernées. Il s'agissait alors de compléter ou d'ajuster des statuts primitifs partiels, voire simplement de parachever le passage à la forme universitaire d'écoles préexistantes en les dotant d'une structure statutaire complète capable d'intégrer les diverses composantes de l'université et d'en assurer le fonctionnement régulier. De ce premier type relèvent par exemple à Paris les premiers statuts, appelons-les comme ça, donnés en 1215 par le légat Robert de Courson, à une institution qui n'existait sans doute en tant qu'université que depuis quelques années, et que lui-même qualifie d'ailleurs de reformatio in melius, n'est-ce pas, de ce qui existait auparavant, et qui a laissé d'ailleurs très peu de traces écrites. Et c'est la même logique dans les années 1260 qui amène un autre légat, Simon de Brie, à prendre un certain nombre de grands textes qui organisent notamment le rôle, l'élection et le rôle des recteurs. On est encore dans une phase native, et donc là, ce sont des réformes qui sont dans le prolongement direct de la fondation. On trouve la même chose de manière presque encore plus caricaturale, si j'ose dire, à Orléans, où l'acte de fondation généralement retenu est de 1306, et où dès 1309, n'est-ce pas, le pape, diverses raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, fait publier une première réforme déjà de l'université qui n'existait en fait que depuis 3 ans et qui change quand même un certain nombre de choses. Donc voilà, ça c'est une première phase. Une seconde génération de réformes qui date le plus souvent du XIVe siècle, plus ou moins tôt, plus ou moins tard, dans le XIVe siècle, a eu pour objet non seulement de renforcer la cohésion interne des universités, mais d'y imposer des principes de fonctionnement, parfois empruntés à d'autres studia generalia, détaillés, clairs, bien définis, corrigeant certains inconvénients apparus à la longue dans les statuts originels, bref, donnant naissance à de véritables modèles institutionnels nourris d'une expérience déjà longue. Cette deuxième génération de réformes universitaires va d'ailleurs de pair, comme cela a été montré notamment par Charles Vulliez, avec un effort important pour constituer des archives dans les universités. C'est vraiment au XIVe siècle que les archives, les universités commencent à multiplier les enregistrements, n'est-ce pas, les séries de registres qui leur permettent de se constituer une véritable mémoire. Alors, c'est le genre de choses que l'on trouve, par exemple, à Toulouse, entre 1300 et 1329. Il y a 3 ou 4 grands textes, le principal étant de 1314. C'est également dans cette optique qu'il faut envisager les deux grandes réformes dont je reparlerai, qui en 1339 et 1340 organisent les universités de Montpellier. On peut également placer dans cette seconde vague
la réforme de l'Université de Paris de 1366, auquel j'ai consacré il y a quelques années un article dont je redirai un mot tout à l'heure, la réforme de l'Université d'Avignon en 1407, patronnée par l'évêque Gilles Bellemare, etc. Et puis enfin, le XVe siècle a connu un certain nombre de réformes, mais d'esprits assez différents. Il s'agit désormais, on est dans une transition en quelque sorte vers l'époque moderne, non seulement de combattre les abus et dysfonctionnements qui avaient pu naître dans les universités comme ailleurs du fait des malheurs des temps, n'est-ce pas, de la guerre, disons, et de tous les désordres qui l'ont accompagné, de plus en plus criants, mais aussi d'adapter les universités à la nouvelle donne politique, c'est-à-dire, dans le cas de la France, celle finalement, après 1340, après 1440 en tout cas, du triomphe de la monarchie, n'est-ce pas, victorieuse sur le plan militaire, et renforçant considérablement ses pouvoirs, et en même temps de la naissance de ce qu'on peut appeler, pour faire bref, bien que ce soit évidemment un peu anachronique comme appellation, de la naissance du gallicanisme, qui évidemment substitue de plus en plus, y compris vis-à-vis des institutions religieuses, l'autorité royale à celle du pape, et qui fait donc passer les universités, comme bien d'autres institutions, d'un régime d'autonomie assez libéral, sous la supervision plutôt bienveillante et lointaine de la papauté, à un fonctionnement plus autoritaire, où le renforcement des hiérarchies internes, qui caractérisent généralement ces réformes du XVe siècle, était censé permettre une intégration plus poussée à l'ordre politique désormais imposé par le prince à tous ses sujets et à toutes les institutions du royaume, fussent-elles d'origine et de nature ecclésiastique. Pour ne citer juste une brève citation, n'est-ce pas, dans un mémoire de 1445 adressé au roi de France Charles VII, Jean Juvénal des Ursins, qui est un de ses principaux conseillers, archevêque de Reims, écrivait, entre autres, parmi tous les projets de réforme, n'est-ce pas, qu'il suggérait au roi de faire, il serait aussi expédient, dit-il, que le roi avisât à réformer toutes les universités de son royaume. Donc, il ne faut pas croire que Charles VII allait faire une loi d'orientation générale, n'est-ce pas? Il s'agissait de les réformer une par une. Mais en tout cas, que le roi avisa à réformer toutes les universités de son royaume, car Dieu sait aujourd'hui quels gradués on y fait, et aussi quels abus il y a en leurs privilèges et sous ombre d'iceux. Donc là, on a un appel, effectivement, explicite d'un conseiller de première importance du roi. Par ailleurs, pourtant, partisan, on le sait, des libertés de l'Église, n'est-ce pas? Ce n'est pas un conseiller servile, si j'ose dire, de Charles XVI. Il défendait les libertés des Églises, mais dans le cas précis, il invite donc le roi à à inspirer, à initier, n'est-ce pas, un mouvement de réforme des universités qui puisse correspondre aux nouvelles orientations de la politique royale. Alors le modèle de ces réformes politiques est évidemment à Paris celle dite du cardinal d'Estouteville en 1452, dont je reparlerai, mais on peut y ajouter des réformes analogues à Angers. Là, il y en a deux qui encadrent le XVe siècle, dès 1398 et 1494, à Orléans en 1447, une espèce de répétition, si j'ose dire, avant celle de Paris, à Caen en 1457, lorsque la Normandie est passée de la domination anglaise à la domination française, à Poitiers en 1463, à Avignon. Alors là, dans le cas d'Avignon, évidemment, l'autorité politique n'est pas représentée par le roi de France, mais par le pape, ou en tout cas par le légat permanent qui gouvernait la ville d'Avignon et le comtat. Et donc à Avignon, on a deux réformes successives, l'une 1459, dont je reparlerai aussi un petit peu, car elle a la particularité, si j'ose dire, d'être, à ma connaissance, la seule réforme universitaire du Moyen Âge qui a été complètement ratée, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle est restée lettre morte. Je vous expliquerai tout à l'heure un petit peu de quoi il s'agissait, mais elle n'a absolument pas été appliquée, et les choses finalement ont continué comme si de rien n'était. Ce qui est quand même... c'est le seul cas que je connaisse d'un échec aussi complet. Et puis une deuxième réforme, elle, au contraire, effective, en 1503. Voilà. Alors, donc voilà, on peut déjà arriver par une mise en contexte, mais là qui est une mise en contexte malgré tout globale, à ce schéma d'ensemble. Mais ce schéma d'ensemble ne suffit pas, me semble-t-il, pour rendre compte de la multiplicité, de la diversité des réformes, grandes ou petites, qui continuent à s'enchevêtrer jusqu'à la fin du XVe siècle,
aussi bien pour les universités anciennes que pour les fondations récentes. Et il rend compte donc d'un mouvement global, mais il ne permet pas de comprendre pourquoi telle ou telle instance a décidé à un moment précis, n'est-ce pas, de procéder à une réforme de l'université ou de la faculté ou du collège, ni dans quel esprit elle l'a fait. Et donc là, il faut, je crois, analyser les choses de manière plus fine. Et cette analyse, cette mise en contexte au cas par cas, idéalement au moins, si la documentation s'y prête, doit permettre de préciser, et c'est une expérience que j'ai faite moi-même et qu'on peut faire sur quelques exemples, les mieux documentés évidemment, permet de préciser, je crois, 6 points successifs. Le premier point, je crois qu'il faut essayer de reconstituer absolument les circonstances précises dans lesquelles la réforme a été promulguée. C'est-à-dire pas seulement le contexte national, ecclésiastique, général, mais voir dans les années ou les mois qui précèdent la réforme, aussi bien à l'intérieur de l'université qu'à l'extérieur, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements administratifs, des conflits doctrinaux, des condamnations doctrinales, des tensions entre groupes, voire entre individus, ou bien à l'extérieur, est-ce qu'il y a eu des heurts avec la population locale, par exemple, bagarre, town and gown, comme on dit, avec les autorités civiles ou religieuses, etc. Donc, il y a presque toujours un contexte événementiel, n'est-ce pas, immédiat, précis, qu'il faut essayer de saisir. Ensuite, il faut évidemment essayer d'identifier les acteurs et les auteurs de la réforme. Tout le monde sait, il suffit d'avoir fait vraiment un minimum de diplomatique pour savoir que les auteurs diplomatiques d'un acte ne sont pas forcément ses inspirateurs et que les choses sont parfois plus complexes. Ce n'est pas seulement celui qui scelle l'acte qui en est véritablement l'auteur au sens large. Alors, dans certains cas, la réforme était l'œuvre de l'université elle-même, par l'intermédiaire des instances normalement investies de la potestas statuendi, n'est-ce pas, c'est-à-dire le recteur, les procureurs, le conseil des docteurs, régents ou non, parfois même intervenaient aussi les bedeaux, qui étaient des sortes de secrétaires généraux, si on peut dire, des universités, et pas seulement des appariteurs, enfin les bedeaux généraux en tout cas. Parfois aussi, l'université préférait faire appel à des arbitres extérieurs, n'est-ce pas? Par exemple, des religieux. On voit à Toulouse la faculté des arts qui s'adresse à 2 maîtres franciscains, 2 franciscains, n'est-ce pas, pour faire rédiger ces nouveaux statuts. Les médecins de Montpellier font appel à des juristes de Montpellier. Enfin voilà, on va chercher quelqu'un d'extérieur et théoriquement neutre pour rédiger les nouveaux statuts. Et puis, le plus souvent, les réformes d'une certaine portée étaient préparées et imposées par des autorités extérieures exerçant la tutelle sur l'université. Alors il s'agissait le plus souvent évidemment du pape, directement parfois, mais le plus souvent par l'intermédiaire d'un légat ou de juges délégués qui peuvent soit d'ailleurs se rendre en mission dans la ville universitaire, soit au contraire recevoir à Rome ou à Avignon, n'est-ce pas, des délégations universitaires avec lesquelles ils discutent. Donc voilà, il peut s'agir aussi parfois de l'évêque du lieu, simplement, agissant en tant que chancelier de l'université. Et puis évidemment, au XVe siècle, de plus en plus, les pouvoirs laïcs se substituent à l'autorité ecclésiastique et la réforme de l'université se voit confiée à des commissaires réformateurs royaux, c'est le cas à Orléans, au milieu du XVe siècle, c'est même en pratique le cas à Paris en 1452, où derrière le cardinal d'Estouteville, légat pontifical, sont à l'œuvre des commissaires royaux, qui sont des ecclésiastiques par ailleurs, mais des ecclésiastiques fidèles au roi et conseillers du roi. Et ça peut être aussi le Parlement. On le voit en particulier, c'est intéressant, à Toulouse, où à partir des années 1460-1470, c'est le Parlement, en tant que, qui s'érige comme représentant en quelque sorte local du roi, ça aurait pu être le sénéchal, mais c'est le Parlement qui fait cela, et le Parlement produit toute une série d'arrêts et de réformes, n'est-ce pas, qui réorganisent l'université dans les dernières décennies du XVe siècle. En revanche, on ne voit guère, enfin à ma connaissance, les autorités municipales intervenir en la matière en France, à la différence de ce qui se passerait évidemment à la même époque en Italie, mais où les villes jouissaient bien sûr d'une autonomie plus grande et où des magistrats municipaux, sous le nom de Riformatori dello Studio, Savi allo Studio, n'est-ce pas, étaient en charge des affaires universitaires. En fait, les choses d'ailleurs sont souvent plus compliquées que je viens de vous le dire, car
quel que soit l'auteur théorique de la réforme, c'est-à-dire celui sous l'autorité de qui elle est placée, celui qui appose son sceau au bas de l'acte réformateur, on s'aperçoit qu'il y a en réalité une certaine concertation des diverses parties intéressées et non pas une décision imposée de manière brutale et unilatérale. Lorsqu'il s'agit d'une réforme émanée de l'université elle-même et des docteurs, ceux-ci prenaient sans doute l'avis des autorités ecclésiastiques locales, éventuellement des représentants du roi, enfin s'informer discrètement, n'est-ce pas, pour savoir si leur projet ne se heurterait pas à de trop vives oppositions. Consulter sans doute aussi, on le voit également à Montpellier, y compris à la faculté de médecine, par exemple, à l'université de médecine, que les étudiants, en tout cas les étudiants avancés, les licenciés ou les bacheliers, étaient probablement d'une certaine manière consultés. Et à l'inverse, lorsque les réformes sont faites par des légats ou des commissaires réformateurs, en réalité, on voit bien que d'abord, ils reçoivent parfois des plaintes ou des propositions de la part de l'université, et qu'en tout cas, ils prennent l'avis de au moins de certains membres de l'université, parfois des autorités locales, et qu'ils en tiennent compte dans une mesure qui est évidemment difficile à déterminer. On se demande parfois, est-ce que finalement ils n'ont fait qu'accepter un projet qui leur a été présenté, qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qu'ils ont apporté, ça c'est évidemment une question, je pense, banale en diplomatique, n'est-ce pas, de savoir qui sont les auteurs véritables d'un acte à côté de celui qui a posé son sceau au bas de celui-ci. Troisième point, il faut évidemment s'intéresser aux conditions exactes de rédaction du texte de la réforme. Je vous l'ai dit, le texte était préparé vraisemblablement le plus souvent par une enquête orale, peut-être aussi par la réunion de documents, de propositions écrites ou bien de plaintes. On consultait, ça les réformateurs le disent toujours, les statuts existants, on se fait apporter les statuts existants, on voit les légats qui se font ouvrir solennellement l'arcade de l'université, qui se font remettre les anciens statuts, qui les consultent soigneusement, du moins c'est ce qu'ils disent. Et ils se font également souvent communiquer, où ils ont entre les mains les statuts d'autres universités qui peuvent servir éventuellement de modèle. Alors par exemple, les juristes un peu partout ont toujours les statuts de Bologne, n'est-ce pas, auxquels on se réfère. On peut avoir les statuts de Toulouse, d'Orléans. On voit, c'est plus amusant à l'époque milieu du XVe siècle, à l'époque de Pie II, alors sans doute pour faire plaisir au pape, on prend les statuts de l'université de Sienne, parce que Pie II était siennois, n'est-ce pas? Bon, les statuts de l'université de Sienne ne sont pas d'une pertinence et d'une importance extrême, mais on pensait que ça ferait plaisir à Pie II qu'on ait regardé les statuts de l'université de Sienne, donc il y a un exemple où on se fait apporter également ces statuts de Sienne. Voilà. Et ensuite, on fait rédiger, mais à partir de ces éléments, n'est-ce pas, le texte par les réformateurs eux-mêmes ou par un notaire. Puis, c'est la quatrième phase que je distingue, ces nouveaux statuts sont proclamés, n'est-ce pas, parfois après une ultime délibération. On a des exemples, on a une navette, on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas, une première version qui passe devant une assemblée générale ou un conseil de l'université, puis qui est reprise quelques jours plus tard, n'est-ce pas, et finalement le texte réformateur authentique est fait l'objet d'une proclamation orale, puis la copie authentique est déposée dans les archives de l'université, et il est souvent prévu que des copies en seraient faites dans les registres de l'université pour en rendre l'accès plus facile aux futurs maîtres ou étudiants. Il y a même un cas, là encore à Toulouse, où on précise qu'un exemplaire serait enchaîné en permanence, je crois que c'est à Saint-Cernin, enfin dans une église de Toulouse, enchaîné à un pilier où théoriquement les gens pouvaient venir consulter les statuts de l'université. Je ne sais pas si ça s'est réellement fait, en tout cas c'était prévu. Et il était également généralement prévu que périodiquement, une fois par an, les statuts seraient relus solennellement, publiquement, en classe ou dans les assemblées générales de l'université par le bedeau, afin que nul n'en ignore. Alors, resterait évidemment, cinquième phase, à analyser le contenu même de ces statuts, mais par-delà le détail technique des dispositions réglementaires, dont l'étude nous entraînerait trop loin, il faut quand même se demander, lorsqu'on a affaire à ce genre de texte, d'abord ce qu'ils apportaient de réellement nouveau par rapport au statut ancien, et donc quelle était la signification et la portée de ces nouveautés. C'est parfois un travail assez difficile, parce qu'il faut reprendre tous les statuts anciens qui n'étaient pas abrogés en réalité, n'est-ce pas? Vous savez que c'est un problème assez constant en toutes les législations médiévales, n'est-ce pas? On ne supprime pratiquement jamais rien, on rajoute du nouveau, mais l'ancien reste plus ou moins en vigueur, n'est-ce pas? Donc c'est la rencontre de ces deux choses qui, évidemment, peut être source
difficultés et de confusion. Donc, qu'est-ce que ça apporte de vraiment nouveau? Et je dirais, qui sont les principaux bénéficiaires, n'est-ce pas, de ces réformes? Est-ce que c'est plutôt les maîtres, plutôt les étudiants, plutôt telle catégorie de maîtres, les théologiens par rapport aux artiens ou par rapport aux juristes? Et puis par rapport, est-ce que ce sont l'université elle-même et son autonomie ou les autorités extérieures? Est-ce que ça renforce plutôt les capacités d'intervention du chancelier, de l'évêque, etc.? Donc voilà, c'est une interprétation, une lecture, si vous voulez, je dirais politique, des statuts en termes de pouvoir. Bon, vous me direz c'est un peu à la mode, mais je crois que c'est assez important. Il y a derrière pratiquement toutes ces réformes un enjeu qui est fondamentalement un enjeu de pouvoir. Qui a le pouvoir? À l'intérieur même de l'université et sur l'université, et les statuts sont souvent, les réformes sont souvent un moyen de déplacer en quelque sorte un petit peu, n'est-ce pas, les sources du pouvoir et l'exercice de celui-ci. En tout cas, d'expérience, je crois que ce genre de lecture est souvent assez pertinente. Voilà. Et puis enfin, le dernier critère, bien sûr, de la pertinence et de l'efficacité d'une réforme, c'est sa réception. Là encore, la remarque est banale. Je vous l'ai dit, il était rare qu'une réforme restât complètement lettre morte, à part celle d'Avignon en 1459. Alors, Avignon en 1459, je dis d'un mot de quoi il s'agit, parce que c'est un épisode assez curieux. L'université d'Avignon, comme beaucoup d'universités de taille moyenne dans les pays méditerranéens, était avant tout une université de droit, dominée par les juristes, canonistes ou civilistes. Et malgré tout, il y avait une faculté de théologie assez modeste, tenue par des religieux, des dominicains, des franciscains. Il y avait une petite faculté des arts, peut-être quelques médecins. Et à un moment donné, en 1459, il s'est trouvé, par hasard, si j'ose dire, que le ministre général des Dominicains, Martial Oribelli ou Oribaille, était justement un dominicain d'Avignon et un ancien maître de l'université. Et fort bien introduit auprès de Pie II, précisément, qui est pape à ce moment-là. Et donc, Martial Oribaille, poussé par ses frères dominicains, par les franciscains, peut-être par les quelques professeurs de la faculté des arts, peut-être aussi par notamment des marchands qui tenaient le consulat ou le syndicat, comme on dit à Avignon, et qui se méfiaient un peu des juristes, n'est-ce pas, a essayé d'obtenir de Pie II et a obtenu dans un premier temps une réforme complète qui faisait d'une université où les juristes étaient maîtres absolus une université à 4 facultés avec un recteur tournant d'une faculté à l'autre, etc., le modèle parisien. Alors évidemment, les juristes ont été furieux de cette initiative. Ils ont menacé de faire sécession. Ils ont même, semble-t-il, réussi à le faire pendant quelque temps. Et finalement, la réforme a été abandonnée. Au bout de quelques mois, on s'aperçoit que tout recommence comme avant, n'est-ce pas? Il n'y a même pas de texte, évidemment. On n'abroge pas une bulle pontificale comme ça, mais elle est restée lettre morte et on a recommencé. C'est donc le seul cas que je connaisse à partir de 1460, exactement comme avant. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais en revanche, ce qu'on voit évidemment, c'est que certaines réformes ne changent pas grand-chose à la vie de l'université, ou bien que certains articles de réforme, dans les mois et les années qui suivent, sont amendés, modérés, comme on disait, n'est-ce pas? Alors par exemple, pour citer un autre cas, celui des réformes de 1366 et 1452 à Paris, généralement les gens qui en ont été un peu mécontents sont les juristes, enfin les décrétistes, puisqu'à Paris on n'enseigne que le droit canon, qui ont trouvé qu'on avait essayé de réduire abusivement les droits d'examen payés par les étudiants. Donc on dit mais pourquoi empêcher les étudiants riches qui ont envie de récompenser leurs professeurs, de donner ce qu'ils veulent, et après tout comme ça on demandera moins aux autres, donc c'est aussi bien. Et puis il y a même un argument assez cocasse, moi toujours, je ne sais pas d'où vous avez trouvé ça, on avait essayé de rallonger un petit peu les durées d'études, ou en tout cas d'interdire les dispenses de durée d'études. Et alors l'argument des décrétistes, c'est de dire, mais c'est impossible, nous sommes à une période où la durée de la vie raccourcit en moyenne, parce que c'est une allusion aux épidémies, je ne sais quoi, et donc quelle idée de rallonger les études alors que les gens vivent de moins en moins vieux. Au contraire, il faudrait les accélérer. Bon, c'est amusant comme argument. Et en tout cas, ça a été effectivement suivi des faits. Les décrétistes avaient quand même de bonnes relations et ils ont obtenu d'un légat postérieur les modérations qu'ils demandaient. Mais enfin, donc indépendamment de cela, on voit à côté de cela, n'est-ce pas, des réformes qui sont effectives, qui ont des conséquences, qui sont appliquées à la lettre,
ad unguem, comme on disait en latin, n'est-ce pas, sur le bout des ongles, et qui restent en vigueur d'ailleurs pendant des décennies, et qui servent de référence ensuite pour d'autres universités. Dans le cas, par exemple, de la réforme parisienne de 1366, on voit que quelques mois plus tard, donc très rapidement, le texte en est réutilisé et copié à peu près tel quel pour réorganiser la faculté de théologie qui venait d'être créée à Toulouse. Donc le texte a circulé très vite et les Toulousains se sont emparés de ce texte parisien pour leur propre faculté. Voilà. Donc voilà le schéma que l'on peut, je crois, n'est-ce pas, suivre. Alors j'avais prévu, mais bon, je pourrais y revenir en discutant tout à l'heure si vous voulez, de vous développer un ou deux exemples, notamment celui des réformes parisiennes de 1366 et de 1452. Mais je voudrais en venir, eh bien, je répète, ensuite je pourrais revenir là-dessus s'il me reste du temps. Je voudrais en venir sur le deuxième point, n'est-ce pas, qui me paraît important. Donc, première manière, je me résume, n'est-ce pas, première manière d'apprécier ce qu'est vraiment la réforme dans les universités médiévales, en tout cas d'après l'exemple français, c'est cette nécessaire mise en contexte complexe, n'est-ce pas? Et bon, je pense que ça ne peut que faire plaisir à des chartistes de dire, pas seulement à des chartistes, à tout médiéviste, de dire qu'il faut reconstituer le contexte événementiel, qu'il faut identifier les auteurs de l'acte, qu'il faut faire l'analyse de sa rédaction et de sa réception, etc. Mais je dis tout ça parce que parfois on avait tendance à prendre ces textes par eux-mêmes, tout seuls, voilà, comme on les trouverait dans un manuel de droit administratif, et de les commenter sans tenir compte de toute cette réalité. Alors que cette analyse a le double intérêt, à mon avis, d'une part de mettre en évidence des enjeux un petit peu cachés, et notamment ce que j'appelais ces enjeux de pouvoir, que je crois quand même essentiels, et puis d'autre part de montrer, je vous dirais, comment a été vécu concrètement, n'est-ce pas, les réformes. Comment, non seulement pourquoi réformer l'université, mais comment vivre dans une université qui se réforme. Il y a un avant, il y a un après, n'est-ce pas? Voilà, alors comment est-ce qu'on se prépare à réformer, comment est-ce qu'on réforme, et comment est-ce qu'on se débrouille avec la réforme une fois qu'elle est là? Est-ce qu'on essaie de revenir en arrière? Est-ce qu'on l'applique? On arrive donc à une version quand même nettement plus concrète, avec une certaine épaisseur de durée de la réforme. Le second moyen d'aborder, et dont je voudrais parler maintenant, parce que je vois que le temps passe, dont je voudrais parler maintenant, n'est-ce pas, le second moyen, c'est le, il n'y en a que deux, hein, je vous précise tout de suite. Il n'y a pas trois parties, pour une fois, il n'y en a que deux. Donc, le second moyen, c'est l'étude minutieuse des textes réformateurs eux-mêmes et, je dirais, de leur vocabulaire et de leur rhétorique. Pour ce qui est du vocabulaire, vocabulaire latin évidemment, puisque dans leur immense majorité, ces textes sont rédigés, sont des textes universitaires, donc rédigés en latin. Pour ce qui est du vocabulaire, évidemment, les mots réformare, réformatio sont les plus, ce que l'on trouve le plus, n'est-ce pas, et qui ne posent pas problème. Précis, enfin, vous le savez sans doute aussi bien que moi, que non seulement les textes universitaires médiévaux sont en latin, mais qu'ils utilisent généralement, les universitaires n'étaient pas de trop mauvais latinistes, et donc ils utilisent généralement un latin classique, où les mots, bon, peuvent parfois être tirés dans un sens un peu technique, mais sont quand même souvent utilisés dans leur acception latine classique. Mais à côté de ces mots de réformare et de réformation, on trouve quand même, j'en ai fait le relevé, je n'ai pas le temps d'y revenir en détail, mais c'est facile à faire, on trouve un grand luxe de mots, soit verbes, soit substantifs, qui définissent un champ sémantique qui va un petit peu au-delà de réforme et de réformare et de réformation, n'est-ce pas? Toutes sortes de mots qui renvoient aux notions d'innovation, de suppression, de correction, de modification, d'ajout, de dispense, d'agencement, etc. Donc il y a là quelque chose d'intéressant. Et la même diversité, malgré tout, se retrouve, enfin je passe rapidement, mais si vous voulez, je pourrais donner des exemples tout à l'heure, la même diversité se retrouve dans les textes des préambules, évidemment, là encore, banalité n'est que de dire l'intérêt qu'il y a à examiner et à commenter les préambules, même si bien sûr, dans un premier temps, on a l'impression que c'est toujours les mêmes banalités, les mêmes topos, n'est-ce pas, qui apparaissent dans ceux-ci. Et c'est vrai qu'il y en a, sans parler des textes qui n'ont pas de préambule, il y en a aussi, surtout les réformes partielles. Mais enfin, malgré tout, quand on les regarde de près, ces textes sont assez intéressants, n'est-ce pas, et nous disent quelque chose des intentions des auteurs. Alors, première chose que l'on trouve dans ces préambules, et évidemment on s'y attend, n'est-ce pas,
c'est la mise en cause de tous les abus, excès, dysfonctionnements, nous dirions aujourd'hui, machination, scandale, fraude, litige, rixes, violence, etc., qui sont apparus plus ou moins récemment, souvent assez récemment, dit-on, parce que c'est toujours à l'époque moderne que c'est apparu, et qui rendent nécessaire, évidemment, n'est-ce pas, qu'on y porte remède. Et évidemment, n'est-ce pas, après avoir dénoncé tout cela, qui est une espèce de lieu commun qu'on retrouve partout, eh bien, il faut y porter remède, et ce remède peut se situer, je dirais, sur plusieurs registres. Bon, là aussi, je résume rapidement cette analyse. Je l'avais faite un peu plus en détail dans un article qui est apparu dans les mélanges faits en l'honneur de Michel Sceaux. Donc, je résume ici, n'est-ce pas? Alors, et quel que soit l'auteur, que ce soit des universitaires, des commissaires royaux, un légat pontifical, là, je n'ai pas trouvé de différence vraiment sensible dans la nature de ces préambules. Évidemment, ça pouvait varier en fonction des circonstances concrètes, des instructions reçues, du tempérament de chacun. Alors, le premier mouvement, évidemment, c'est, je dirais presque le réflexe de beaucoup de ces auteurs, c'est de dire qu'il faut mettre fin à tous ces abus et restaurer purement et simplement, n'est-ce pas, l'ordre primitif, réputé idéal, revenir aux anciens statuts et louables coutumes, ce sont des citations que je traduis rapidement, donc remettre tout cela en honneur et les respecter de manière intangible à l'avenir. Je cite quelques phrases que l'on peut trouver ici ou là. Nous renouvelons, nous remettons en honneur l'ancien statut, nous ordonnons qu'il soit désormais observé intégralement. Et c'est donc une façon évidemment assez passéiste et probablement irréaliste, n'est-ce pas, d'envisager la réforme, mais il s'agit donc, là encore pour traduire une citation, de revenir à l'observation de la pratique ancienne, n'est-ce pas, de ce qui se faisait de toute antiquité. Alors, ça n'est pas propre aux universitaires, ni aux réformateurs ecclésiastiques, ni aux réformateurs royaux. Ça peut se trouver partout, et on dit la même chose lorsqu'il s'agit de l'Église et de l'État, vous le savez. Mais, donc, la réforme comme retour simplement à un État ancien. Mais ce que je voudrais souligner plutôt, c'est que ce topos, on a parfois tendance à en exagérer l'importance. On le trouve, c'est vrai, mais pas partout, et en tout cas pas tout seul. Et j'ai même fait le calcul, par exemple, dans la réforme de Paris de 1366, il y a 27 articles en tout et pour tout dans cette réforme, et il n'y en a que dans 3 où l'on dit explicitement nous remettons en honneur l'ancien statut qui, etc. Bon, ailleurs, ça peut être plus ou moins sous-entendu, mais ça n'est vraiment dit explicitement que dans 3 cas sur 27. En réalité, bien souvent, plus que de restauration, les réformateurs se montraient aussi soucieux d'adaptation. Donc l'idée que la réforme, c'est simplement le retour au passé, me paraît assez inexact. Alors ce sont plutôt des textes un peu tardifs, du XIVe et du XVe siècle, mais en tout cas des textes qui invoquent, alors là aussi ça a des allures de lieu commun, je sais bien, qui invoquent la mutatio temporum, n'est-ce pas, les temps changent, en raison, je traduis en raison du passage du temps et de la variété qu'il introduit, parce que, comme toujours, les gens, les choses, les gens et les mœurs se changent, en raison, voilà, au fil du temps, etc. Donc, toute volonté de retour pur et simple en arrière est vaine, et il faut par conséquent s'adapter. Le malheur, c'est que nos textes ne précisent pas davantage, et on aimerait bien qu'ils le fassent, ce qu'ils mettent derrière ce topos de la varietas temporis, ou le varietas temporum. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, n'est-ce pas? Derrière ce lieu commun, est-ce qu'ils pensent aux transformations des disciplines? On ne peut plus enseigner la philosophie comme on l'enseignait il y a 100 ou 150 ans. Est-ce qu'ils mettent en cause des changements dans le recrutement social ou géographique des universités? Est-ce qu'ils mettent en cause les nouvelles possibilités de carrière offertes aux gradués, la pression plus forte du pouvoir politique, etc. Malheureusement, on ne nous le dit pas. En 1452, le cardinal d'Estouteville dit par exemple que la réforme qu'il a préparée pour l'université de Paris, il dit simplement elle devrait être adaptée au pays, au lieu, c'est-à-dire Paris, et à l'époque. Voilà. Donc il affirme clairement qu'il faut une adaptation, hein, au contexte, mais il n'en dit malheureusement pas plus. Alors évidemment, on peut essayer d'imaginer, quand on connaît l'histoire intellectuelle, sociale et politique des universités, où se posaient les problèmes, où étaient les résistances, où étaient ce qu'il fallait contourner, n'est-ce pas? Mais malheureusement, on n'a pas les moyens d'accéder directement à la conscience que les universitaires médiévaux eux-mêmes avaient des mutations dont ils étaient les acteurs, les témoins ou les victimes.
Et de toute façon, cette adaptation des statuts universitaires, selon, là encore je cite, selon les exigences de l'époque et des choses, n'est-ce pas, en raison de la qualité, pro qualitate temporum, n'est-ce pas, ce qui caractérise notre époque en quelque sorte, tout cela s'est présenté souvent sous le mode mineur d'un moindre mal. D'un moindre mal, c'est-à-dire, bon, ben, on conserve ce qui peut être conservé, et pour le reste, eh bien, on le modère, on le remplace, on supprime ce qui est tombé en désuétude, ce qui est devenu inapplicable, ou simplement inutile, mais en même temps, il ne s'agit pas d'aller trop loin, et il ne faut pas introduire de nouveautés scandaleuses, il faut procéder, comme dit un texte, honnêtement, honesté, et absque scandalosa novitate, honnêtement et sans aucune nouveauté scandaleuse. Voilà, il faut simplement éliminer un certain nombre de contradictions, d'impossibilités qui avaient fini par s'accumuler. Mais il y a aussi des cas, où la réforme va plus loin que la simple adaptation et propose une véritable transformation de l'université pour venir à bout d'une situation bloquée et ouvrir au studium des possibilités de progrès, les possibilités de progrès que pouvait par ailleurs lui faire espérer une demande sociale et politique en croissance. Donc il y a aussi cette idée qui n'est pas si fréquente que ça, mais que l'on trouve que la réforme peut permettre de développer l'université, peut devenir un facteur de croissance, pour employer un mot évidemment moderne. Alors, les exemples de réformes vraiment radicales dans ce sens sont assez rares. Le meilleur en est, je crois, celui de l'Université de droit de Montpellier, où en 1339, le cardinal légat, Bertrand de Daux, ou de Déo, qui était confronté aux conflits récurrents qui opposaient l'évêque de Maglone, les docteurs, les étudiants, etc., cassa tous les statuts existants, à la différence de ce qui se faisait d'habitude, où on gardait ce qu'on pouvait des statuts. Lui, il supprime tout, n'est-ce pas, et il impose de toutes pièces une nouvelle constitution directement inspirée du système bolognais de l'Universitas Scholarium, qui faisait figure de modèle pour toutes les universités juridiques, et il y voit donc l'espoir que le centre juridique de Montpellier, dont on sait par le témoignage de Pétrarque et d'autres, n'est-ce pas, qu'il se développait rapidement dans les premières décennies du XIVe siècle, pourrait continuer sa croissance. J'ai développé ce point et présenté ce texte plus en détail dans un article des mélanges qui ont été offerts à Pascal Bourgain, et je ne saurais donc trop vous inviter à lire non seulement mon article, mais l'ensemble de ce volume, si vous en avez la possibilité. Et c'est pas difficile d'en avoir la possibilité, il suffit de le chercher ou de l'acheter. Voilà. Donc c'est l'exemple le plus pertinent que je connais, mais on en trouverait d'autres, n'est-ce pas, qui ne vont pas aussi loin, qui sont peut-être plus prudentes, mais où l'on trouve malgré tout cette idée que la réforme est réformation in melius, donc on ne revient pas simplement en arrière, on fera mieux. On fera mieux, réformation in melius, et on arrivera ainsi à studium ampliare, à obtenir, alors profectus, incrementum, augmentum studii, enfin voilà, n'est-ce pas, des choses qui font que l'université, enfin l'étude, studium, c'est à la fois l'université et l'étude, se développeront. Alors là, malheureusement, on ne sait pas non plus exactement ce qu'on met derrière ces mots d'augmentum, d'incrementum. Est-ce que c'est une augmentation numérique, accueillir un flot croissant d'étudiants? On en a parfois conscience dans la première moitié du XIVe siècle, beau XIVe siècle, avant la peste, à Toulouse, à Montpellier. On nous dit, voilà, il y a de plus en plus d'étudiants, il faut les accueillir. Mais ça peut être aussi une amélioration qualitative, je dirais, du niveau de l'enseignement, du prestige des grades. Voilà. Donc vous voyez, on serait tenté de distinguer trois modalités, l'une plutôt négative, retour au passé, l'une plutôt neutre, adaptation inévitable, l'autre plutôt positive, encourager la croissance, de la réforme. Mais en réalité, il faut bien dire que dans beaucoup de textes, on trouve simultanément deux ou trois de ces aspects selon le paragraphe considéré. Alors, peut-on, et je termine par là, peut-on, en fonction de la prépondérance de l'un ou l'autre de ces aspects, porter une appréciation critique sur les réformes qu'ont connues les universités médiévales et donc essayer de répondre, en définitive, à la question posée dans le sous-titre de ma conférence. La réforme était-elle utile, voire nécessaire, ou bien répondait-elle surtout à une sorte d'obsession récurrente des hommes de ce temps, pour ne pas dire une manie? Alors, les historiens ont souvent été tentés, dire que je l'ai écrit moi-même dans des articles que je ne referai pas maintenant, mais c'est des articles de jeunesse. Les historiens ont souvent été tentés, face à des réformes jugées finalement passéistes et incomplètes, de reprocher aux réformateurs leur conservatisme, leur manque d'audace, leur manque de largeur de vue, en particulier en ce qui concerne les contenus de l'enseignement qui, il est vrai, sont généralement peu abordés, sinon totalement négligés dans les décrets de réforme. Mais je crois qu'il faut ici se garder de l'anachronisme,
évident pour un historien, et ne pas juger de la réforme de l'université uniquement d'après notre propre connaissance de son histoire dans la longue durée, des origines à l'époque moderne. Il faut voir la réforme dans le contexte, et je dirais le contexte immédiat en quelque sorte, vécu de son temps, et non pas en fonction de ce que l'université avait pu être 100 ans plus tôt, et surtout de ce qu'elle aurait pu devenir si la réforme avait été faite autrement. Alors évidemment, on peut regretter que le cardinal d'Estouteville n'ait pas eu l'idée, n'est-ce pas, de bâtir en 1452 l'université de demain, de faire comme on dirait aujourd'hui, d'avoir un grand projet intellectuel, qui n'ait pas eu en somme en 1452 l'idée d'essayer de faire ce que François Ier a essayé de faire avec un succès d'ailleurs inégal en 1530 en créant le collège des lecteurs royaux. Mais en 1452, à mon avis, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas, de reprocher finalement au cardinal d'Estouteville et à ses conseillers de ne pas avoir tenté une sorte de grande ouverture à l'humanisme qui réjouirait a posteriori les historiens, mais qui, je pense, était plutôt impensable pour les réformateurs du milieu du XVe siècle. Qu'est-ce qu'il s'agissait pour eux de faire? Il ne s'agissait pas non plus uniquement de revenir à l'état antérieur à la guerre de Cent Ans, à réparer les dégâts, n'est-ce pas? D'ailleurs, la préface le préambule de d'Estouteville est très modéré là-dessus. Il dit, bon, il y a eu quelques problèmes, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais ce n'est pas tellement ça sur lequel il insiste. Ce qui est son souci, et encore plus celui des réformateurs royaux, c'est qu'il faut s'adapter à la nouvelle donne politique. Le pouvoir politique se renforce, la pragmatique sanction a évacué ou presque le pouvoir pontifical, on est dans un nouveau contexte, et des choses ont changé à l'université, il faut maintenant vivre en fonction de ça. Donc c'est ni en fonction d'un passé qu'on voudrait ressusciter, ni d'un avenir dont il n'avait pas idée, que nous pouvons regretter qu'il n'ait pas eu cette idée, mais je répète, ça me paraît une vision tout à fait anachronique, c'est de cette manière-là qu'on peut comprendre les choses. Et puis j'ajouterai que, je l'ai déjà dit d'ailleurs, il faut bien voir que ce qui nous fait aussi juger parfois les réformes timorées ou incomplètes, c'est que ces réformes souvent sont que partielles. On garde aussi des choses qui existaient déjà, n'est-ce pas? On ne remplace pas tout. Et donc il faudrait reconstituer en quelque sorte les statuts complets, c'est-à-dire en prenant les statuts réformés, mais aussi tous les statuts anciens qui continuent à fonctionner. C'est ce qu'a essayé de faire, mais c'est le seul exemple que je connaisse, dans la réforme pontificale de 1503 à Avignon. On a essayé de faire des statuts vraiment synthétiques, on remettait tout. On a pris tout ce qui avait existé avant et on a essayé de bricoler un texte complet, plus ou moins de succès. Mais généralement, on n'a pas fait cet effort. On s'est contenté de rajouter une nouvelle couche sur des textes existants qu'on ne supprimait pas vraiment, n'est-ce pas? Et puis, il faut aussi se demander pourquoi, après tout, les auteurs de réforme avaient eux-mêmes une certaine idée du champ de la réforme. Qu'est-ce qui relève de la réforme? Bon, les institutions, le fonctionnement de ce système, mais pas forcément, notamment le contenu de l'enseignement. Le contenu de l'enseignement, on le laisse à peut-être une pratique orale, coutumière, à l'initiative d'autres instances, les collèges, les facultés, à l'initiative des individus. Pour reprendre mon exemple, le cardinal d'Estouteville n'a pas eu l'idée de faire de l'Université de Paris un grand centre d'enseignement humaniste, mais on sait par ailleurs, depuis Renaudet et des travaux plus récents, qu'il y avait des enseignements humanistes à Paris dans la deuxième moitié du XVe siècle. Alors, ponctuels, limités, dans certains collèges, pas dans d'autres, etc. Mais ça n'a pas empêché non plus que ces enseignements s'introduisent. Il n'y a pas eu besoin de la réforme pour les introduire, ils se sont introduits autrement. Donc, voilà. Et puis, une dernière chose que je voudrais dire, et là je crois que j'aurais largement assez parlé, mais dans le fond j'aurais dû le dire plus tôt, n'est-ce pas? Il faut quand même bien se rappeler qu'au Moyen-Âge, la notion même de réforme, notion omniprésente et polymorphe, renvoie tout autant à un projet, je dirais, moral ou religieux que institutionnel, politique ou intellectuel. Et de ce point de vue-là, les préambules des statuts de réforme des XIVe et des XVe siècles abondent en considérations morales que nous sommes tentés évidemment de sauter, d'autant plus qu'elles ne nous disent plus rien peut-être, n'est-ce pas? Alors qu'elles étaient, je crois, tout à fait essentielles et qu'il faut donc les prendre au sérieux. Réformer une université, dit par exemple Louis XI dans un texte adressé à l'université de Poitiers en 1463, c'est y apporter bonne forme, voilà, la réforme, bonne forme, ordre et police. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mettre en ordre, remettre en ordre, pour en assurer la pérennité, une institution peut-être fragile ou fragilisée par des événements récents, soumise à des sollicitations nouvelles, mais c'est, je crois, ce souci de mettre les choses en ordre qui est essentiel. Il y a une formule qu'on trouve dès 1231 dans la bulle Parensien-Siarum, mais qui est reprise dans des textes postérieurs. C'est un adage dont je dois dire, j'ignore l'origine, un adage, une citation, si quelqu'un
connaît, je suis preneur, n'est-ce pas, c'est ubi non est ordo, facile repit aurore, n'est-ce pas. Là où il n'y a pas d'ordre, c'est l'horreur, n'est-ce pas. L'horreur répite, en plus, s'insinue, rampe comme un serpent, n'est-ce pas, et perturbe tout. Et je crois que cette idée de mise en ordre est une idée fondamentale. La plupart des réformes universitaires françaises du Moyen-Âge peuvent être interprétées, je l'ai dit, en termes modernes. On peut dire c'est la restauration de l'ordre ancien, c'est l'adaptation, c'est le développement. Mais dans le fond, que ce soit restauration, adaptation, développement, tout cela pouvait servir également à ce qui est, je crois, pour les gens du Moyen-Âge, le fin mot de l'histoire, l'objectif majeur, sinon unique, qui était de ramener l'université à l'état qui devrait être le sien. Status debitus, dit certains textes. Voilà, l'université devrait être comme ça, n'est-ce pas? Donc cette notion de rétablissement de l'ordre, il faut placer l'université, là ce sont des citations que je traduis, sous les auspices du droit et de la raison. Lui rendre la paix et la tranquillité perpétuelle, lui rendre l'ordre, lui rendre la justice, lui rendre l'unité, lui rendre le consensus et la concorde, plus de liberté et de vigueur dans l'enseignement, etc. La réforme, pour les gens du Moyen-Âge, et ça évidemment nous n'en avons plus la même vision, c'est une entreprise avant tout morale, sinon religieuse. On commence toujours par la réformatio vitae et morum. Ce qui est important, plus encore que de réformer les institutions, c'est de réformer la vie et les mœurs des gens qui sont dans l'université, d'inciter chacun à la pratique des vertus. Dans le préambule de sa réforme de 1452, le cardinal d'Estouteville explique, c'est à la fin du préambule justement, que les statuts qu'il a donnés à l'université ont pour but de faire en sorte que ces statuts religioni congruant, rationi consentiant, disciplinae conveniant et saluti proficiant, qu'ils s'accordent avec la religion, avec la foi et la raison. Qu'ils s'accordent avec la foi et la raison, qu'ils favorisent l'enseignement et qu'ils servent au salut de chacun. Donc voilà, vous voyez, c'est cette aspiration, en quelque sorte, à mettre l'université en harmonie avec Dieu, avec elle-même, avec le monde qui l'entoure. Bannir les scandales, rétablir la sérénité de l'étude, la solennité des cérémonies, la pureté des mœurs, la régularité des examens, la dignité des maîtres, l'honneur et l'autorité de l'université, sa fama, sa réputation, sa gloire, décousse, n'est-ce pas? Voilà l'objectif fondamental de la réforme. En même temps, bien sûr, ça va de pair, que son utilité, d'Estouteville le dit aussi, l'utilitas de l'université et des étudiants sera prise en compte par ce retour à l'ordre et ce retour à la bonne réputation, n'est-ce pas, et à la réforme des mœurs et à la pratique des vertus. Donc, ça servira à l'utilité de l'université, des étudiants, et ajoutons même de la chose publique, n'est-ce pas? On ne le sépare pas, donc, enfin, l'allusion à la chose publique ne se trouve pas partout, mais on la trouve parfois, n'est-ce pas? La réforme de l'université servira aussi le bien de la chose publique. Pour renvoyer à un travail récent et intéressant, qui est celui d'Antoine d'Estimbert sur l'honneur des universitaires, il a bien montré à quel point cette dimension, cette attention à l'honneur, à la réputation, est fondamentale, je dirais, dans l'image que ceux-ci et leurs contemporains avaient de l'université. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit quand on parle de l'université. Et là, évidemment, ça nous éloigne quand même de notre temps présent. Les ministres, sauf peut-être chez les talibans, ne prétendent pas nous obliger à pratiquer la vertu, n'est-ce pas? Mais ont d'autres objectifs quand ils réforment l'université. Mais s'agissant des universités médiévales, je crois que cette dimension morale et religieuse est fondamentale. En d'autres termes, je dirais que la réforme des universités médiévales n'a pas tellement à être jugée comme une entreprise passéiste, de retour, n'est-ce pas, à l'université primitive, ou au contraire progressiste, de soutien à la croissance, mais plutôt comme une exigence, je dirais, essentialiste, pour employer un mot philosophique, une manière de maintenir intact, par-delà les accidents que pouvait lui infliger la malice humaine ou simplement l'usure du temps, et qui rendait indispensable, effectivement, un certain nombre de rappels à l'ordre et de retours en arrière, mais donc une exigence essentialiste, une manière de maintenir intact le statut permanent, ou si vous préférez, l'identité de l'université en tant qu'incarnation du studium. Et je crois qu'il y a donc cette idée d'une sorte d'essence de l'université qui est présente dans ces textes réformateurs et qui en fait quand même, qui leur donne leur véritable dimension, pas seulement administrative, mais morale, politique et religieuse. Voilà. Alors aussi, j'avais eu davantage de temps, mais là, j'ai déjà trop longuement parlé. J'aurais pu développer quelques exemples, enfin, je peux y revenir si vous le souhaitez, notamment dans les réformes parisiennes, mais j'ai essayé de présenter un cadre général. Voilà. Merci.
sources, Oui. en fait, sur l'état des sources notamment. Alors, vous nous avez dit très justement qu'ensuite on avait l'original des statuts et de multiples copies qui pouvaient être conservées à différents endroits. Sur la genèse en fait de ces réformes, est-ce que, j'imagine que l'état de conservation varie d'une institution à l'autre et que le type, est-ce qu'on a par exemple, si on prend le parallèle avec les ordonnances royales en particulier, on est finalement frappé, ou ducal ou princière en général, par le peu, on a relativement peu d'états intermédiaires jusqu'au texte terminal. C'est quand on a justement ces états, c'est assez précieux parce qu'on peut mesurer justement, parmi les aspects que vous soulignez, qui est vraiment derrière la réforme, qui corrige à tel moment, qui influence le texte à tel endroit. Est-ce qu'on a ce genre d'état intermédiaire systématique ou est-ce que c'est rare ou... voilà, est-ce que vous pouvez Non, nous non, donner un petit peu malheureusement, le globalement, c'est en effet ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a très ouais, peu, on a le texte, le produit final? final, bon, qui est en effet copié, recopié, Mm, diffusé, etc. Mais ce qui a précédé, non, c'est très peu de choses. Alors, d'accord, parfois, le texte final fait quelques allusions, mais c'est assez bref dans le préambule. Bon, on a consulté, on a regardé les anciens, d'accord. etc. Mais ça va pas très loin. Parfois, des textes narratifs peuvent y faire allusion, Mm, mais ça va pas très loin non plus. Et de véritables enquêtes, j'en connais quelques-unes, par exemple, mais c'est local, hein, dans un collège de Montpellier, bon, des choses comme ça. Mais globalement, non, c'est plutôt rare. on a très peu de choses, et il faut donc essayer. Alors, il ne faut pas non plus se laisser emporter par faire trop d'hypothèses. On a aussi, bon, alors après, on prend les noms des témoins, des gens qui ont l'air d'avoir été interrogés. Donc on peut essayer, mais c'est vraiment du D'accord. bricolage. Et globalement, c'est effectivement... Alors, bon, pour des réformes comme celle de Destouteville, comme sa légation est quand même assez bien documentée, on arrive à voir un petit peu. Et puis dans le cas de Destouteville, on a quand même... Il y avait eu déjà des projets de réforme dans les années précédentes. Et puis à Paris, on a quand même des registres de délibération des nations, certaines D'accord. nations, où il est question quand même de ça. Mm, Parce y compris les registres de délibération universitaire, qui seraient précieux, mais en fait, en dehors des nations parisiennes ou des facultés de décret au XVe siècle, on en a très peu aussi. Donc, non, en ouais, fait, c'est ça. c'est une des difficultés, comme j'ai dit, c'est qu'il faut essayer de reconstituer ça. Mais non seulement c'est pas facile, mais souvent c'est assez décevant. Oui, c'est ça. Et les versions en fait préparatoires n'existent plus, ont été détruites, comme tout, souvent quand on les arrache. Merci. Alors, je ne suis ni médiéviste ni archiviste, mais un pur financier qui paye les professeurs, les maîtres. Et est-ce que des réformes auraient pu être faites justement pour que l'université se porte financièrement mieux ou comme on est au Moyen Âge, c'est vraiment pas un problème? Alors oui, oui, alors là vous soulevez une question qui est très vaste et où ma réponse serait très différente si je vous parlais par exemple de l'Italie, hein, où les choses se passent de manière tout à fait différente. Dans le cas de la France, les professeurs sont le plus souvent des clercs, qui par ailleurs ont des bénéfices ecclésiastiques, l'Église d'ailleurs prévoyant qu'ils ne sont pas tenus d'y résider, etc. Donc de la part de l'Église, a mis sur place un système qui permet de le rémunérer avec des revenus ecclésiastiques, tout en les déchargeant, avec les inconvénients d'ailleurs que ça présente pour le point de vue pastoral. Voilà. Ensuite, les étudiants payent malgré tout, d'une part, une sorte de ce qu'on appelle une collecta, n'est-ce pas, c'est-à-dire de droit d'écolage annuel, pas très élevé, mais enfin bon, ça faisait une certaine somme. Et puis surtout, les droits d'examen sont en revanche assez élevés, surtout pour la licence et le doctorat. Et donc là, les maîtres se partagent ces droits. Et alors ça, en effet, c'est quelque chose qui apparaît dans les statuts, entre ceux qui veulent les augmenter, ceux qui trouvent qu'on a été trop loin, qui veulent les réduire, et puis entre les parties prenantes, parce qu'il y a le docteur qui présente le candidat, et puis il y a le recteur, et puis il y a les autres docteurs, et puis il y a les docteurs qui n'enseignent plus, mais qui reviennent le jour des examens et qui voudraient également... Enfin, voilà. Donc cette question est évoquée. Mais globalement, euh, c'est vrai qu'on ne trouve pas, par exemple en France, de, euh, de salaires professoraux, à ma connaissance, pratiquement avant l'époque moderne. On a, je crois, à la fin du XVe siècle, des médecins à Montpellier qui commencent à avoir des salaires royaux. À Avignon,
les papes ont, mais là aussi ça a posé beaucoup de problèmes, ont fini par créer des salaires pour certains professeurs de droit. Alors dans un premier temps, évidemment, comme toujours, comment dirais-je, la base de toute escroquerie étant d'utiliser l'argent des autres et non pas le sien, le pape a essayé de faire payer les professeurs par la commune, qui a poussé de grands cris, qui a refusé de payer. Et donc les papes ont fini par assigner les revenus de certains greffes et de certains tribunaux pour le salaire des professeurs. Donc il y a en effet quelque chose. Alors en Italie, là, on a des professeurs salariés par les villes depuis beaucoup plus longtemps, hein. Donc depuis la fin du XIIIe siècle. Donc là, ça serait différent. Mais dans les statuts, non, le problème financier n'a pas. D'autre part, bon, c'est vrai que les universités, si on peut dire, ont un budget très faible, n'ont pas très peu de locaux propres. C'est ou les maisons des professeurs, ou des maisons louées par les professeurs, ou alors les assemblées, c'est dans des églises, dans des couvents, donc il n'y a pratiquement pas de bâtiments. Les bibliothèques, quand il y en a, c'est essentiellement dans les collèges, mais il n'y a pratiquement pas de bibliothèque universitaire, ou très peu, etc. Donc les postes budgétaires, si vous voulez, même non seulement de l'époque contemporaine, mais moderne, n'existent pas, donc, ou n'existent très peu. Donc le problème financier apparaît surtout à travers justement cette question des droits d'examen. Ça, c'est effectivement quelque chose qui apparaît souvent dans les statuts, hein. Le montant des droits d'examen et les parties prenantes, n'est-ce pas, les gens qui y ont accès ou qui n'y ont pas accès. Mais ce n'est pas considéré comme fondamental. Alors, ceci dit, mais ça ne relève pas, pas tellement des statuts. Le problème était aussi celui des étudiants. Comment payent-ils leurs études? Alors, la solution, c'est notamment la création de collèges qui permet d'héberger les étudiants en leur donnant une bourse, etc. Mais les collèges ne sont pas mentionnés dans les statuts de l'université, ou peu, en tout cas, sauf en effet chez Destouteville au XVe siècle, là on commence à en parler. Mais c'est surtout au XVIe siècle qu'on se préoccupe. Chez Ramus, là on dit tous les gens vont dans les collèges, plus personne ne va dans les facultés, c'est un autre contexte. Donc c'est pas, je dirais que effectivement, ça peut nous surprendre, mais c'est pas essentiel. Je crois me souvenir que dans un recueil d'Olivier Guyot-Janin sur les textes médiévaux, il y en a un qui concerne l'université, la création de Tübingen, Oui. et un texte où la chancellerie de l'université et la ville, où le monarque, le prince qui régit, se partagent le droit d'obliger les citoyens à louer à bas prix à des étudiants. Donc c'est une façon indirecte de financer les études. Oui, ça existe. Alors ça existe, je dirais, presque partout, sous des formes variées, et ça dès le début, hein, dès le XIIIe siècle. Un des problèmes, c'est celui du logement, et effectivement, on a des statuts qui amènent, qui obligent en quelque sorte, qui créent des commissions de taxatores, comme on dit, d'homorum, c'est-à-dire des commissions mixtes de bourgeois et de gens de l'université qui fixent les loyers, un maximum des loyers applicables aux logements loués aux étudiants. Ça va même au-delà de ça, parce que non seulement on fixe un maximum des loyers, on établit une sorte de, on dirait aujourd'hui, de droit au maintien dans les lieux, c'est-à-dire qu'un étudiant qui l'année suivante veut revenir a en quelque sorte priorité. Ça interdit les sous-locations, etc. Enfin, ça, il y a en effet une réglementation assez précise. Ceci dit, il ne faut pas non plus, faut faire attention dans le Midi, parce que là j'y ai travaillé sur ce genre de documents. On voit des tas de bailleurs dans les baux qui sont enregistrés par les notaires qui demandent à l'étudiant, n'est-ce pas, qui prend en location, de renoncer aux privilèges universitaires du loyer. Donc c'est une clause qu'on peut juger léonine, mais enfin les propriétaires essayent de faire en sorte que l'étudiant ne se réclame pas de ce privilège qui l'autorise à avoir un loyer taxé. Mais effectivement, non, ça vous avez raison, c'est une des formes d'aide relative, n'est-ce pas, financière. De même qu'ils ont également théoriquement, mais là aussi c'est une cause de litige innombrable, ils sont dispensés du paiement des péages et des droits d'entrée sur les vivres. Ils peuvent faire venir leur nourriture, leur vin, etc., sans payer de taxes. Alors le problème, c'est qu'évidemment, souvent, certains en font commerce, notamment du vin, ou bien qu'il y a parfois, on voit apparaître, alors à Paris, le Parlement, ça a été étudié par Serge Lusignan, est rempli de procès de ce genre, n'est-ce pas, des étudiants de 50 ans qui font arriver des barriques de vin, etc. En fait, ce sont des gens qui tiennent taverne, ou bien il y a le cas d'un étudiant qui fait arriver des quantités phénoménales de tonneaux avec des harengs. Évidemment, là aussi, c'est pour son oncle qui doit être poissonnier. Enfin bon, ça prête à de multiples abus. Mais donc, il y a également ces privilèges fiscaux
qui étaient également quand même, et qui sont dénoncés par les villes, parce que là, évidemment, c'est un manque à gagner pour les finances urbaines. Alors, je vous remercie vraiment de cette présentation. Et c'est vrai que quand on... Alors je parle pour les réformes générales, Oui. même si vous l'avez bien montré, la différence parfois est assez difficile à établir entre réforme générale et réforme particulière. Mais on est souvent surpris lorsqu'on lit les textes de ces réformes générales entre le caractère, on pourrait dire, démesuré des ambitions, notamment évoquées dans les préambules, et les décisions prises qui sont, alors parfois, qui manquent totalement d'originalité, ou qui sont tellement, comment dire, particulières et qui ne forment pas finalement, disons, quand on regarde l'ensemble, un véritable changement et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne s'agirait pas en fait de la rencontre de ces réformes générales, de la rencontre à la fois de deux temporalités, mais aussi de deux ambitions entre, d'un côté, alors les instances, bon, soit pontificales, soit royales, et même dans le cas des Stoutevilles, les deux, puisque bon, bah, c'est un cardinal, mais en même temps, bon, on sait qu'il y avait des parlementaires en arrière-plan. Donc les ambitions qui, d'ailleurs, un peu comme maintenant, considèrent qu'il faut réformer parce que, disons, bah, c'est à la mode, parce que, disons, il faut s'adapter à son temps, etc. Et puis, d'un autre côté, les universitaires ou des gens peut-être davantage, disons, techniciens, davantage dans le métier, qui utilisent cette ambition de réforme comme une sorte de véhicule législatif pour faire passer des décisions, bon, très, très, très particulières, très, disons, terre à terre. Et ce qui expliquerait du coup cette distorsion entre une ambition politique, bon, qui est de l'ordre du discours politique, hein, bon, disons, dans les préambules, on va réformer, il faut réformer, et une vision aussi essentialiste de l'université, effectivement, hein, disons, l'université doit être comme ça, et finalement, le caractère assez médiocre du résultat, puisque derrière ce discours politique, il n'y a pas finalement d'ambition concrète. Mais en revanche, ceux qui utilisent ce véhicule législatif bah, font passer quelques petites, disons quelques dispositions concrètes, mais qui ne changent pas le système. Oui, je crois que vous avez raison. Les grands textes, notamment, sont en fait des textes qui sont en réalité négociés. Alors, le cas d'Estouteville, c'est d'autant plus intéressant qu'en effet, c'est à trois niveaux. Parce que, bon, ceux qui poussent à la réforme, c'est le roi, c'est les commissaires royaux. Bon, d'Estouteville a quand même voulu sauver la face. Bon, c'est un légat, c'est un cardinal. Il peut dire c'est quand même moi qui ai fait la réforme, même si en réalité c'est pas lui. Donc je crois que le préambule est de lui. Et dans le préambule, là, il le présente vraiment comme son œuvre personnelle. Il rappelle d'ailleurs qu'il a été lui-même étudiant à Paris, etc. Et donc là, il y a en effet un beau discours qui masque le fait qu'en réalité, cette réforme, quand on prend les dates, on voit qu'elle a été faite très vite, en quelques semaines. Donc ça veut dire que les commissaires royaux avaient déjà leur texte prêt. Vous savez, c'est la légation d'Estouteville, qui est une grande légation qui a été bien étudiée. Il est venu en France, à la fois, c'était pour obtenir ce qu'il n'a pas obtenu, c'est-à-dire la suppression de la pragmatique sanction. Et l'autre aspect de la légation d'Estouteville, ça a été de mettre en branle, pour faire plaisir au roi, le procès d'annulation de la condamnation de Jeanne d'Arc. Donc il va à Rouen, il commence l'annulation du procès de la condamnation de Jeanne d'Arc, il va à Paris, il réforme l'université, tout ça très vite fait. Et puis ce qui l'intéressait, c'est qu'en fait, ensuite il va à Bourges, où il avait obtenu que le roi réunisse à Bourges même une autre assemblée du clergé, mais qui a refusé de revenir sur la pragmatique de 1400. Donc il y a le discours d'Estouteville, je crois, qui est effectivement au niveau que vous dites, c'est un discours assez théorique. Il y a les commissaires royaux, dont l'action est assez habile, parce que finalement, on sait qu'ils sont là, bien sûr, mais leurs intérêts, enfin, par exemple, on voit que une des originalités, me semble-t-il, c'est qu'on renforce globalement plutôt le pouvoir du chancelier et des doyens des facultés supérieures aux dépens du recteur. Ça, c'est un dispositif qui arrange globalement le pouvoir royal. Avoir affaire au chancelier, c'est-à-dire l'évêque de Paris, qui est un homme du roi à ce moment-là, n'est-ce pas? Et puis, on préfère avoir affaire à des doyens de droit ou de médecine qu'à des recteurs de la faculté des arts qui ont 25 ans. Voilà. Donc, ça, c'est. Voilà. Et puis après, il y a les petits arrangements.
effectivement, comme vous dites, chacun pousse ses affaires. Et on y revient d'ailleurs avec les modérations des années suivantes. Quand on n'a pas obtenu exactement ce qu'on voulait, dans les années suivantes, on fait modérer tel ou tel article. Ceci dit, ce que vous dites là, je crois, mais là, Michel Bouvichy pourrait nous le dire aussi, vous prenez l'ordonnance cabochienne, vous avez le grand principe, et puis après on nous dit il faut révoquer le capitaine de Trifouilly-les-Oies, n'est-ce pas, qui ne nous donne pas satisfaction, et on va le remplacer par un autre. C'est rempli de petits règlements de compte, de petites affaires personnelles. Donc même une grande ordonnance politique, qui n'a pas été appliquée d'ailleurs, elle non plus, mais enfin prévoyez comme ça, on tombe très vite à la petite cuisine. Oui. 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 En ce qui concerne la réforme d'Estouteville, Oui. elle s'inscrit dans la fin de la guerre de Cent Ans. Oui. D'Estouteville était abbé, si je ne me trompe, du Mont-Saint-Michel. C'était le frère de Louis d'Estouteville qui a défendu le Mont pendant 20 ans contre les Anglais. À la fin Attendez, là, je ne veux pas dire de bêtises dans la généalogie de la famille d'Estouteville, je ne suis pas sûr que ce soit le même, mais enfin bon, peu importe. Je pense que si. Il Oui, a été peut-être. abbé du Mont et son frère a été nommé, lorsque les Anglais sont partis, a été nommé représentant du roi en Normandie. De toute façon, à l'époque de la Réforme, il a un frère qui est prévôt de Paris aussi, hein, qui doit être Robert, je crois, d'Estouteville. Enfin bon, on va pas... Oui, il y a eu quatre Ouais. Estouteville, si je ne me trompe, Oui. qui ont été prévôts sur 150 ans. Donc effectivement, c'était soit Robert, soit Jean. Mais donc là, la réforme de l'université, c'est aussi une reprise en main du pouvoir absolument. royal. Ce sont des Normands. Il est vrai qu'il est légat du pape, mais c'est quand même une grande famille Oui. normande, et qui a d'ailleurs besoin, si je ne me trompe, de montrer qu'ils ont définitivement fait allégeance au royaume de France, puisque jusque-là, pendant 200 ans, ils avaient allègrement négligé l'interdiction de la double allégeance, enfin 150 ans. Donc, cette réforme de l'université de Paris, c'est pas une réforme de l'université française, comme vous l'avez souligné dès le départ, et elle s'inscrit, à mon avis, il y a du muscle, il y a de la chair là. Et on peut pas dire qu'après, c'est un règlement de compte définitif, et maintenant, on sait où est le pouvoir. Oui, ça, je suis bien. Alors, bon, je ne vais pas discuter sur les d'Estouteville, d'autant que je n'ai pas toutes les choses présentes à l'esprit. Je crois que le cardinal, bon, c'est vrai que c'est une famille normande, de serviteurs du roi, ça, je suis tout à fait d'accord. Si dit Guillaume d'Estouteville était quand même cardinal depuis un certain temps, c'est un proche d'Eugène IV, je crois qu'il se comporte aussi, enfin, il a sa dimension de légat du pape, hein, c'est pas seulement l'homme du roi, hein, il agit. Et alors, il laisse agir les commissaires royaux derrière lui. Ça, c'est en revanche, la présence de toute façon de la volonté royale s'exerce à travers ces commissaires royaux qui sont des gens du Parlement, il y a l'évêque de Meaux, enfin vraiment des fidèles de Charles VII, et c'est vrai que Guillaume d'Estouteville les a pris et n'a rien fait pour les empêcher d'agir. Hein. Donc peu importe. Alors ceci dit, vous avez tout à fait raison. Je crois que la réforme de d'Estouteville, c'est vraiment une réforme politique. Ça coïncide à la même époque. Bon, il y a eu la pragmatique sanction quelques années plus tôt. Il y a la création des parlements de province. Il va y avoir les réformes militaires. Donc, c'est toute la réorganisation du royaume à la fin de la guerre de Cent Ans. En 1452, la guerre de Cent Ans est terminée, si j'ose dire. On sait qu'on a battu les Anglais. Donc, le roi réorganise tout. Et donc, y compris l'université. Et en 1447, l'autre université qui importait beaucoup au roi de France, c'est Orléans, parce qu'elle fournissait juristes. Il avait réformé Orléans en 1447, et avec des gens du Parlement, essentiellement aussi. Donc ça va, effectivement, c'est avant tout, l'idée c'est ça. Mais en même temps, c'est assez habile, je crois, parce que on n'impose pas des gens du Parlement qui surveilleraient, etc. On s'assure de la fidélité des hommes et on introduit dans l'université elle-même des structures hiérarchiques qui fait qu'on aura, c'est ce que je disais à l'instant, on pourra négocier avec le chancelier, on pourra négocier avec les doyens des facultés supérieures, c'est des gens dont on se rassure en quelque sorte. Donc on met sur pied à l'intérieur même de l'université une structure hiérarchique, une structure de pouvoir qui correspondent, qui soient un peu homologues en quelque sorte à celles que favorise le roi partout, n'est-ce pas? Et on essaye de vider un peu ce qui était l'autonomie, la liaison avec la papauté de sa substance. Donc c'est comme ça que, effectivement, sans violer la tradition, si vous voulez, des libertés universitaires, etc., les textes anciens ont réussi en effet à faire rentrer l'université très largement dans l'ordre nouveau du royaume.
Et ça correspond, enfin, c'est aussi un des textes qui a précédé de quelques années la réforme. C'est le texte par lequel, l'ordonnance par lequel Charles VII avait décidé que désormais, toutes les causes de l'université relèveraient du Parlement. C'est-à-dire qu'elles ne relèvent, bon, ça dépouille pratiquement, c'était déjà largement fait en pratique, mais enfin, ça dépouille la justice ecclésiastique et les appels au pape de toute réalité, et en même temps, ça dit à l'université, désormais, vous passez par le Parlement, vous ne venez plus me voir directement. En réalité, ils ont continué à le faire, mais voilà. Donc, c'est vraiment, Charles VII se fondait d'abord sur les gens du Parlement, c'est les gens qu'il avait ramenés du Parlement de Poitiers, des gens dont il était sûr, n'est-ce pas? Alors que l'université avait quand même, vous le disiez pour les Destous de Ville peut-être, mais les gens de l'université s'étaient compromis quand même, le procès de Jeanne d'Arc, etc. Donc, il y a une certaine méfiance aussi de la part du roi. Il y avait quand même aussi un peu des règlements de compte contre des anciens pro-bourguignons. Oui. Tant du côté des étudiants que du côté des professeurs. Alors, pas directement. Enfin, indirectement, on trouve des échos, c'est-à-dire à la fois la validité universelle des grades, la possibilité que les gens circulent n'est pas mise en cause, mais en même temps, on a plutôt des mesures un peu de protectionnistes, c'est-à-dire les gens, par exemple, qui viennent à Paris, il faudra 2 années d'études ailleurs qui sera comptée comme une seule à Paris, par exemple, dans certains cas. Et de même à Toulouse, on voit des gens, on n'a pas le droit, enfin, il ne suffit pas d'arriver à Toulouse avec une licence acquise quelque part pour pouvoir enseigner. Il faut être admis par le Collège des docteurs de Toulouse, etc. Donc, c'est plutôt des mesures, malgré tout, je dirais un peu parfois de méfiance contre qui n'empêche pas, on n'a pas ce qu'on a en Italie, où, par exemple, Frédéric II avait voulu interdire aux gens du royaume de Naples d'aller étudier ailleurs et à ceux de l'extérieur de venir ailleurs. Ça, on trouve ça en Italie partout, n'est-ce pas? On essaye Venise essaye d'interdire à ses sujets d'aller étudier ailleurs qu'à Padoue. Bon. On n'a pas de choses comme ça en France, mais on a quand même des petites mesures qui essayent de donner des garanties. Mais le principe global de la circulation, non, n'est pas mis en cause. Donc on a les éloges de l'Université de Paris, c'est les gens viennent du monde entier, etc. D'autres questions dans la salle? Profitez-en. Ah, monsieur. Merci monsieur pour cet exposé fort intéressant. Est-ce que ces réformes n'étaient-elles pas, mais excusez la naïveté de ma question, n'étaient-elles pas le reflet des rapports de pouvoir entre le roi et les parlements, justement? Est-ce qu'il n'était pas l'occasion d'enjeux, soit sur un plan, par exemple, de réformer une profession ou un diplôme, un quadrivium en vue d'une profession de jurisconsulte, pour justement soit pénaliser, soit au contraire, si c'était poussé par le Parlement, pour l'aider? Oui, pour certaines professions, j'entends. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Bon, la question se pose surtout au XVe siècle, parce qu'auparavant, je ne dis pas que le Parlement ou le roi ne font pas pression sur les universités, mais on est quand même dans une situation où ça reste des institutions ecclésiastiques. Alors, au XVe siècle, c'est tout à fait exact, on le voit à Paris, comme je viens de le dire, on le voit à Toulouse. Alors, ce qui me frappe surtout, c'est que, effectivement, les parlements, et ça sera vrai jusqu'à la Révolution française, sont vraiment parmi les corps intermédiaires, les corps constitués, ce qui arrive au plus haut niveau, juste en dessous du roi, avec d'ailleurs parfois la tentation à l'époque moderne d'empiéter sur le pouvoir royal. Là, nous sommes à une époque où les rois, Charles VII et Louis XI, s'appuient sur leur parlement, le Parlement de Paris, les parlements de province, et en mettant plutôt les universités sous la tutelle des parlements. On le voit donc à Paris, je l'ai dit, et à Toulouse. À Toulouse, c'est manifeste. Les universitaires protestent un peu, mais à partir de 1470, c'est le Parlement de Toulouse qui contrôle l'université. Le roi n'est pas présent à Toulouse. Le sénéchal, qui est normalement le représentant du roi, n'intervient pas particulièrement dans cette affaire, ni les gouverneurs de Languedoc, ni la ville, c'est vraiment le Parlement. Et alors le Parlement, dans cette affaire, sert ses intérêts. Parce qu'évidemment, les fils des parlementaires se forment là aussi.
Donc ils contrôlent, je pense qu'il y a à la fois, ils sont les exécutants de la politique royale et ils promeuvent les facultés de droit, vraiment, ils achèvent de mettre la main dessus, n'est-ce pas, à une époque où surtout les familles parlementaires deviennent de plus en plus des familles parlementaires, avec des dynasties de parlementaires qui se constituent. Donc ça fonctionne dans ce sens-là, je dirais, oui, ça c'est sûr. Et non sans raison, parce que par exemple, toujours pour revenir à Destouteville, on a un peu auparavant, je ne me rappelle plus, dans les années 1440, où le projet était déjà dans l'air, un texte de la faculté des arts disant « Nous ne voulons pas être réformés par le Parlement », n'est-ce pas? Mais malgré tout, quelques années plus tard, c'est ce qui se passe.